Bienvenue à tous, extrêmement ravi de vous retrouver pour parler santé. Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire. Aujourd'hui, nous continuons de parler de diabète, cette maladie qui prend des proportions épidémiques dans le monde, mais aussi en Algérie et dont nous célébrions hier la journée mondiale. La semaine dernière, nous abordions, rappelez-vous, la prévention primaire de cette maladie qui touche près de 15% de la population. Ce soir, nous nous adressons aux diabétiques pour leur expliquer comment vivre au mieux avec sa maladie, quels sont les risques encourus en cas d'hyperglycémie constante dans le sang. Le diabète est la première cause de cécité, première cause de mise sous dialyse et plus de 15% des diabétiques finissent par être amputés, ce qui réduit considérablement l'espérance de vie. Comment éviter, voire retarder les complications? C'est le propos de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai l'énorme plaisir de recevoir ce soir Madame Sabrina Mokran. Vous êtes psychologue, coach en neurosciences appliquées. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie de l'avoir accepté. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir le professeur Chaouch Houssine. Vous êtes spécialiste en chirurgie cardiovasculaire. Vous êtes également DG de l'Agence nationale des greffes. Bonsoir. Merci, bonsoir. Et j'ai également le grand plaisir de recevoir Dr Awish Samir. Vous êtes endocrinologue, diabétologue au CHU Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir, merci. J'ai également le grand plaisir de recevoir professeur Nouri Nassim. Vous êtes diabétologue, endocrinologue, chef de service au CHU de Constantine. Bonsoir. Bonsoir, Madame Sharif. Et merci. Merci pour l'invitation. Et merci d'avoir fait le déplacement surtout. Bonsoir à vous quatre d'avoir accepté mon invitation, de venir sensibiliser autour de cette thématique qui prend des proportions graves, qui prend des proportions épidémiques selon l'OMS. Les chiffres sont effarants dans le monde. 307 millions de personnes sont touchées par cette maladie. En Algérie, nous ne sommes pas en reste malheureusement. Plus de 15% de la population est touchée par cette maladie. On parle également de 15% qui peuvent être amputés à long terme plutôt. L'enjeu est de traiter le diabète avant d'arriver à la complication, avant d'en souffrir. Est-ce qu'on y arrive, professeur Chaouch ? Est-ce qu'on arrive à éviter les amputations? Les amputations, les complications aussi? On n'arrive pas toujours, malheureusement. Pour vous donner un exemple, en France, puisqu'on a toujours tendance à nous comparer un peu avec Absolument. les pays voisins, en France, il y a 10 000 amputations par an qui se font actuellement. Donc, on ne peut pas éviter les amputations. Bon, on va expliquer pourquoi. Parce que, malheureusement, ces complications au niveau du pied diabétique, il y a un facteur essentiel qu'il faut que tout le monde sache, c'est que le patient arrive toujours très tard, et parfois trop tard. Très tard, pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne s'en rend même pas compte. Et il y a un mot fondamental pour l'explication, c'est ce qu'on appelle la neuropathie diabétique. La neuropathie diabétique, il a des nerfs, des membres inférieurs qui sont inopérants, qui commandent des muscles, et en plus, comme l'a dit tout à l'heure notre confrère, il y a aussi le problème de rétine. Ces gens-là, quand ils arrivent à ce stade de pied diabétique, ont souvent d'autres complications. Ils ne voient pas les lésions. Et ne sentant pas et ne voyant pas, la prise en charge est toujours tardive. C'est ça la réalité. Absolument, donc on ne peut pas éviter les complications graves si on n'est pas vigilant, si l'entourage n'est pas vigilant. Le pauvre malade, souvent, il se rend compte qu'il a une plaie infectée plusieurs jours après. Oui, voilà un peu la problématique. Clairement. Professeur Chaouch, vous avez pointé du doigt un point très important, en l'occurrence l'implication ou l'adhésion du malade, parce que effectivement, le malade est est un point pivot dans la prise en charge du diabète. Mais la semaine dernière, comme je disais en préambule, on parlait déjà de la prévention primaire. On dressait déjà un constat d'échec, parce qu'aujourd'hui, les chiffres ont une courbe ascendante. Et malheureusement, aujourd'hui encore, quand on parle de la prise en charge du diabétique pour éviter, parce que quand on traite le diabète, l'enjeu est justement d'éviter les complications, force est de croire aussi que là aussi, c'est un constat d'échec. Oui, docteur Awish.
Oui, effectivement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les complications du patient diabétique, et là je parle du patient diabétique type 1 ou bien diabète de type 2, il y a des facteurs qui déterminent un petit peu le risque des complications. Bon, le premier facteur le plus important, c'est tout à fait normal, c'est connu, donc c'est essentiellement le degré de déséquilibre glycémique. Ça veut dire plus le malade il est déséquilibré, donc plus son hémoglobine glyquée est élevée dans le temps, plus il risque de faire des complications. Il y a aussi un autre paramètre qu'il faut regarder de près, c'est l'âge du diabète, ça veut dire la durée d'évolution du diabète. Ce qui explique que malheureusement les sujets qui ont un diabète, on va dire ancien, ont plus de risques de faire des complications. Bon, maintenant, si on prend le DT1, le diabétique de type 1, habituellement les complications, c'est-à-dire on les voit après 5 à 6 ans d'évolution de leur diabète. Donc pourquoi? Parce que ce sont des gens, habituellement, quand on découvre leur diabète déjà, c'est-à-dire est révélé au moment où ils ont déjà eu leurs symptômes. Par contre, dans le diabète de type 2, 50% des patients diabétiques ont des complications, c'est-à-dire au moment de la révélation de leur diabète. Oui. Et c'est ça qui fait de le danger. Parce que c'est une maladie insidieuse et silencieuse. C'est une maladie, malheureusement, qui n'est pas diagnostiquée à temps. Et on estime, selon les études, 5 à 7 ans, malheureusement, de moyenne d'années, donc de retard de diagnostic. Ce qui explique, quand on a un diabétique de type 2 qui vient en consultation, on fait le diagnostic, on est obligé de faire un bilan des complications, et là, on trouve qu'un malade sur 2 déjà a des complications dégénératives. Mais est-ce que le problème n'est pas aussi dans la difficulté finalement d'instaurer une véritable politique de prévention? Parce qu'on parle du malade, on parle un peu... est-ce qu'on fait finalement suffisamment de sensibilisation? Est-ce qu'on fait suffisamment de prévention? Madame Charif, moi personnellement, je suis très content de voir qu'il y a une psychologue parmi nous. Voilà, tout à l'heure, donc on a dit qu'on avait un peu des points communs, et je vais vous dire, je vous raconte une histoire, un peu aller moins dans la technicité. Je voudrais bien que notre intervention puisse toucher un large public. Les personnes qui peuvent comprendre, parce que quand on commence à un peu employer certains mots scientifiques, généralement l'auditoire se perd. Ah, c'est pas le but de l'émission. Non, je sais, je connais à qui j'ai affaire, et je sais que le but de cette émission réellement est de toucher un plus large public. Alors moi, je vous dirais, j'irai dans l'espoir, en disant que être diabétique dans les années 70 et être diabétique en 2022, ce n'est pas la même chose, c'est ce que je dis. Hein. Il y a eu l'avènement de beaucoup de choses. Une des pathologies les mieux prises en charge en Algérie, sincèrement, les médecins, pour avoir participé, moi et Samir, donc à plusieurs événements, quand on a eu, pour faire simple, tous ceux qui viennent pour évaluer un peu, dans le cadre des échanges, dans le cadre de l'évaluation des connaissances de nos médecins généralistes, ou carrément qui sont la cheville ouvrière de la prise en charge, encore une fois, le degré de la spécialité, en principe, c'est pour les cas les plus avancés. Et c'est d'ailleurs, c'est la politique de notre ministère de la Santé. Eh bien, ils arrivent à évaluer, ils évaluent que le médecin algérien est très très bien pris en charge, surtout concernant la formation continue. Maintenant, je pars sur pourquoi la psychologue, parce que c'est bien, c'est l'arme la plus efficace dans la prise en charge. Je vous donne un exemple. Il existe, pour aller dans le cadre de la psychologie, des idées construites chez nos patients. L'aiguille fait mal, l'injection fait mal, le diabète tue, le diabète c'est l'insuffisance rénale, c'est la cécité. C'est vrai, en soi, en valeur absolue, mais dans un cadre d'approche vraiment basé sur les patients, il faudra que l'éducation et la prise en charge du patient arrivent à déconstruire les idées reçues et construire de nouvelles idées. Alors, est-ce qu'il y a réellement, pour répondre à votre question, une politique Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, vous pensez réellement que la politique, qui est la politique de notre pays, est réellement dirigée vers le patient, vers la sensibilisation? C'est la question. Très récemment, oui. Quand on voit, par exemple, on en parlait avant cet enregistrement, justement, on parlait de l'énorme, en termes de dépenses, on est d'accord, on a à peu près 30% des dépenses au niveau de la CNAS, quelque chose comme 50
54 milliards qui sont consacrés aux diabétiques. Quand on voit ce chiffre, on se dit oui, on fait partie des meilleurs pays. Mais quand on voit les résultats, oui, on est un peu déçu. Personne n'est content aujourd'hui, professeur Nouri. Oui. Le malade n'est pas content, le spécialiste n'est pas content, les autorités non plus. Ils ne sont pas contents de la prise en charge des diabétiques. Donc moi, je suis un peu étonnée quand je vois que votre constat est un peu positif. Alors moi, je suis une personne positive déjà. Il n'y a rien à dire pour ceux qui me connaissent. Moi, je vois toujours le verre à moitié plein et non pas contrairement à... Qu'est-ce qui ne va pas alors? Dites-nous qu'est-ce qui ne va pas. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je pense que en matière, si vous voulez, en matière d'investissement, l'Algérie investit énormément peut-être là où il faut pas. C'est ça, c'est pas un peu ça, je vais pas pouvoir avoir c'est-à-dire la prétention de pouvoir montrer à notre système comment le faire, mais sincèrement, actuellement, on nous écoute vous êtes confronté, vous êtes confronté, vous diabétologue. On est le terrain. C'est clair, voilà. On est le terrain. Si on est là, je pense que c'est parce qu'on est le terrain. Il y a effectivement une politique, il y a actuellement beaucoup de choses qui sont en train d'être construites dans notre système de santé, mais l'investissement se fait sur des moyens, moi je pense, plutôt matériels. Hein. C'est-à-dire on achèterait bien une machine qui fait 10-15 milliards, mais on n'investirait pas 2-3 milliards sur un programme auquel on ne voit pas de résultats probants sur place. C'est-à-dire quand on fait de l'éducation. C'est comme, par exemple, former des joueurs de foot. Hein. On commence à l'âge de 5 ans, on se dit, 5 ans, et 15 ans après, ça fait des Ronaldo et des Messi. Si on commence à faire de l'éducation, si on commence à faire de l'éducation maintenant, structurée, encore une fois, ce n'est pas, puisqu'on est à la télé, c'est ce qu'on faisait. Mais ce qui était magnifique, hein, encore une fois. Ah oui, c'est clair. C'était magnifique. Moi, je le fais. Ça a marqué des générations. Oui, ça nous a marqué à tous. Moi, à chaque fois, je fais ça dans nos réunions, je leur dis, et puis toute la salle répond. Donc, c'était de la bonne éducation sanitaire. Mais ce n'est pas de l'éducation thérapeutique qui ne coûte rien. Et qui rapporte énormément. Voilà, moi je pense qu'actuellement ça va se faire, mais moi je profite de cette position donc, pour demander au ministère de la Santé, je le sais, donc on en a déjà parlé, d'effectuer indispensablement de façon une formation en éducation thérapeutique pour les personnels de santé. Je n'ai pas dit les médecins, ça peut être n'importe qui dans la chaîne de la prise en charge du patient chronique, une formation en éducation thérapeutique de minimum 40 heures, hein, comme ça se fait ailleurs, pour pouvoir que les personnes puissent avoir une posture éducative. C'est simplement se mettre... Je vois qu'elle acquiesce, ma collègue, donc voilà. Juste une petite question pour professeur Tchatchaouch. Alors idéalement, quand on a un peu brassé comme ça, idéalement serait de pouvoir établir un véritable circuit peut-être de prise en charge multidisciplinaire, hein, avec éventuellement des maisons absolument, voilà, avec des généralistes aussi qui sont très importants aussi dans la prise en charge. C'est vrai que la prise en charge, elle est multidisciplinaire. C'est ça. Même si les soignants sont un peu dispersés, mais ils ne sont pas très loin les uns des autres. On a l'habitude de travailler avec les diabétologues. Ils nous sollicitent, on les sollicite aussi, pour l'équilibre glycémique difficile, etc. Ça, c'est automatique. Le rôle de du psychologue est important dans la mesure où, d'abord, le diabétique, il a d'abord un déni de sa maladie. Absolument. C'est la question que j'allais vous me tendez la perche, justement. On a tous connu des amis, des parents qui commencent à avoir 4 grammes de glycémie, qui sont asymptomatiques, hein, qui ne sont pas malades. Quand vous lui dites il faut absolument faire un régime et voir un spécialiste en diabète, la réponse est quoi? Moi, je suis très bien. Pourquoi voulez-vous que je ne suis pas malade? Donc, il y a un déni. Ce déni va durer parfois des années. Oui, absolument. Et on les revoit avec les complications rénales, oculaires, etc., vasculaires, etc. Oui. Donc, si vous voulez, il faut une prise en charge multidisciplinaire. Mais encore une fois, on a oublié quelque chose. Oui, laquelle? La manière de se nourrir dans ce pays, elle a changé. Elle a changé en mal. Oui. Avant, nous avions... les gens étaient plutôt sveltes. Maintenant, vous avez des gens obèses à 14 ans. Il faut peut-être penser à l'industrie alimentaire. Et quand je vois le nombre de limonades, de variétés de limonades avec des belles couleurs dans les bouteilles, avec 6 grammes de sucre dans un verre, je ne me trompe pas.
on comprend que les gens finissent par épuiser leur pancréas et devenir diabétiques. En tout cas, en aide. Oui. Je sais que le diabète, c'est pas seulement le régime alimentaire, c'est aussi la génétique. Enfin, mes collègues connaissent le problème mieux que moi. Mais il faut pas précipiter les choses. Il faut que les gens se remettent à vivre avec une hygiène de vie alimentaire différente. Oui. Et que les industries alimentaires aussi prennent les choses en considération. Sinon, on n'est pas complet dans la démarche de prévention. Oui. Madame Koran, on dit depuis tout à l'heure que le patient, justement, est un maillon essentiel dans la prise en charge du diabétique. Quelle vision avons-nous aujourd'hui du diabète? J'ai envie de dire, est-ce qu'on accepte facilement sa maladie? C'est une maladie qui a mauvaise réputation? Alors, en fait, il faut savoir que la maladie, de manière générale, quand la personne, elle reçoit un diagnostic, il y a ce qu'on appelle le choc. Parce que être malade, ça veut dire que je ne rentre pas dans une norme. Je suis censée être en bonne santé. Donc, il faut déjà l'acceptation. Surtout quand ça ne se voit pas, comme dans le cas du diabète. Et surtout par rapport au diabète, que ce soit une femme ou un homme, on sait très bien qu'il peut y avoir des répercussions sur la vie psychique, sur la vie conjugale, sur pas mal de domaines de vie différents. Donc, à un moment, il faut savoir que le diabétique, dans sa psychologie, on trouve ce qu'on appelle la culpabilité. Et c'est en fait, la culpabilité, c'est بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
dans la prise en charge, c'est de dédramatiser avec le patient, faire tout le processus d'acceptation, ce qui va induire un processus de deuil de la personne que j'ai déjà été avant la maladie. Et moi, je pense que le point central, c'est la responsabilisation du patient. Vous pouvez avoir tous les budgets, vous pouvez avoir toutes les machines, je ne sais pas, tout ce que vous pouvez mettre comme matériel. Si vous avez un patient dans une posture de victime, ça sera très compliqué qu'il puisse co-créer avec sa maladie. Parce que si la maladie, elle est là, c'est qu'elle a un message. C'est pas par hasard. Je pense que c'est une alimentation, c'est une hygiène de vie, c'est un stress oxydatif, c'est multi, je dirais, factoriel. Absolument. Mais à un moment, si je ne reprends pas en tant que patient ma responsabilité et que j'attends que ce soit le ministère de la Santé, que ce soit l'État, que ce soit mon médecin qui me prend en charge, je pense que la première étape de la prise en charge, c'est que je reprends ma responsabilité en tant que malade. Et c'est là où on peut commencer à co-créer ensemble. C'est compliqué quand même d'arriver justement à ce statut de patient proactif, j'ai envie de dire. Alors compliqué, je dirais pas ça. Enfin, je dis que c'est pas simple, effectivement, parce que il faut mettre en place aussi former les professionnels de la santé à la relation. Parce que les malades aussi, hein, ça existe. Les malades, ça c'est sûr. Les experts ailleurs, ça existe. Exactement, c'est ce qu'on appelle et c'est la psychoéducation, enfin l'éducation thérapeutique. Déjà que il y a des patients, il y a des malades qui ne connaissent pas déjà leur maladie. Ils sont incapables d'identifier. C'est-à-dire même quand il va voir son médecin, en fait le médecin il est dans une posture haute, lui il est dans une posture basse parce que de toute façon lui c'est la victime, c'est le malade, donc il ose même pas poser les bonnes questions. Et je pense que la relation est très importante et le patient il doit apprendre à poser toutes les questions et c'est là où il reprend la responsabilité. Là, encore faut-il qu'on le mette à l'aise, hein, c'est très important ça aussi. La sensibilisation va dans les deux sens. Hein. Madame Morlan, justement on parle depuis tout à l'heure, on dit que l'enjeu dans le diabète est justement de prévenir les complications. Une des complications les plus redoutées est celle du pied diabétique, hein, vous en avez touché un mot. Je vous propose de regarder ce reportage justement qui revient un peu sur la prise en charge du pied diabétique. Ça se passe au CHU Mustapha Bacha, regardez. Le diabète, une maladie silencieuse et qui s'installe de manière sournoise. Au fur et à mesure que la maladie évolue, au cours des années, le diabétique peut développer une neuropathie qui risque de détériorer les nerfs de ses pieds et qui provoquera des ulcérations et de là, la douleur au niveau des pieds, souvent, elle n'est pas perceptible. On reçoit des malades malheureusement dans un stade très avancé, dans un stade de nécrose, là où le geste chirurgical il est indiqué, alors que les malades ils refusent, eux-mêmes ils rentrent dans le déni. Parfois, même si on leur demande pourquoi vous n'avez pas consulté, ils ne pensent jamais au pied diabétique. D'habitude, ils pensent toujours aux complications, les plus grandes complications de diabète en ce qui concerne les yeux, en ce qui concerne les reins. L'examen doit être minutieux. On note beaucoup plus perte de la sensibilité. On note aussi une déformation du pied. Majoritairement, quand vous dites pourquoi il y a une déformation, ils vous disent non, j'ai des chaussures qui sont adaptées, des chaussures orthopédiques. Non, contrairement, le pied diabétique, il nécessite des chaussures spécialisées. L'éducation générale, tout le monde le sait, elle est incontournable pour le traitement du diabète. Je vais apprendre aux diabétiques de s'inspecter, c'est-à-dire de voir ses pieds tous les jours, chaque soir. De 1, et je vais leur apprendre aussi à comment ils détectent justement ça, c'est-à-dire chaque lésion ou chaque rougeur, chaque coloration, ils doivent immédiatement signaler ça à son médecin traitant. La troisième des choses, c'est qu'il faut tous les jours se laver les pieds, maximum 5 minutes, c'est-à-dire qu'ils mettent leurs pieds dans une cuvette d'eau et avec d'un savon doux, maximum c'est 5 minutes, et bien assécher les pieds, c'est très important. Souvent, les médecins constatent un déni et une négligence chez le patient diabétique et qui peuvent avoir de lourdes conséquences. Diabétique depuis 18 ans. Le diabète هذه حاجة هي سهلة، مي واعرة لو كان الإنسان ما يكونش عنده ليجين دو في وكلش. أنا ما نقولكش ما استهزيت شوية. حبيت ندير وصية ولا نوصي الناس نقول لهم باللي واحد يكون عنده ديابيت
لازم يسويفي لي ميدسان ولازم يديروا واش يقولوا لي ميدسان. تكون مريض للديابات تقدر تجيريه، مي البروبليم كي تلحق لي كومبليكاسيون تولي تسواني لا كومبليكاسيون ولا le diabète. On reçoit de plus en plus des plaies du pied diabétique, la majorité pour le problème d'ulcère de jambe et certains patients pour la réfection de pansement, à la moyenne de 8 à 10 personnes par jour. Et par rapport aux pansements, chaque plaie a son pansement spécifique. La plaie du pied est une complication du diabète qui a très peu bénéficié des progrès thérapeutiques, d'où l'importance d'équilibrer son diabète afin d'éviter le risque d'infection et le retard de la cicatrisation des plaies. Alors c'est un reportage qui justement revient sur le pied diabétique particulièrement. C'est un reportage signé Ariles Ould-Hamouda. Mais peut-être avant de revenir sur le pied diabétique particulièrement, devrions-nous expliquer qu'est-ce qu'une complication du diabète, professeur Nouri? Une complication du diabète, c'est un état morbide qui survient chez une personne diabétique secondairement. Donc cette lésion, ces lésions-là, ces complications, ces atteintes, sont secondaires à l'hyperglycémie chronique, c'est-à-dire une augmentation du taux du glucose dans le sang. Hier, j'ai fait mon cours d'ailleurs aux externes et ils n'arrivaient pas à intégrer comment, quand on a beaucoup de sucre, ça détruit le corps. Hein? Techniquement, le sucre, ce n'est pas de l'acide. Sauf que j'aurais expliqué que toute structure dans notre corps est généralement protéique, une protéine. Hein? Et le sucre se fixe de façon spontanée sur cette protéine-là et change sa conformité. Donc, nous allons avoir des vaisseaux sanguins qui étaient élastiques qui ne le seront pas, hein, des vaisseaux sanguins qui sont tout fins qui vont se boucher. Et donc, pour faire caramélisation, c'est ça? Hein, voilà, on a un peu caramélisé, voilà. Sauf que quand on caramélise l'œil, on devient aveugle. Quand on caramélise le rein, on perd sa fonction. Et donc, les complications, ce sont des états morbides qui diffèrent du lieu de leur situation. Et puis, malheureusement, le diabète est une maladie où ça se caramélise partout. Et quand ça se caramélise, ça dépend de est-ce que le caramel est de couleur marron clair ou est-ce qu'il est grillé, foncé. Et voilà, c'est un peu une métaphore qui peut expliquer ce qu'il en est. Donc les complications, c'est un gros problème. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler les complications justement du diabète? Ça touche tous les organes, hein, comme vient de l'expliquer professeur Nouri. Alors effectivement, quand on parle des complications, c'est vrai que le diabète c'est une maladie métabolique, elle est définie par l'hyperglycémie. Mais en fait, les complications c'est les vaisseaux. C'est pour ça qu'on parle plutôt d'une maladie vasculaire. Alors il faut que le diabétique sache qu'il y a deux types de vaisseaux. Il y a les petits vaisseaux et il y a les gros vaisseaux. Si on est dans les petits vaisseaux, c'est essentiellement au niveau de la rétine. Donc c'est pour ça que les diabétiques, on va dire, la majorité vont faire une rétinopathie diabétique qui sera responsable de la cécité, malheureusement. C'est la première cause de cécité. Qui est touché, l'œil. Effectivement, c'est le premier organe habituellement qui est touché. Il y a aussi, comme l'a dit bien le professeur Chaouch, c'est par rapport à la neuropathie diabétique. Donc la neuropathie diabétique, en fait, vous avez à peu près 65% des patients diabétiques qui vont finir par faire une neuropathie, ça veut dire c'est l'insensibilité des extrémités. Là, c'est les nerfs qui sont touchés, comme le nom l'indique d'ailleurs. Voilà, c'est ça, après 15 ans d'évolution de leur diabète. Et maintenant, vous avez aussi la néphropathie diabétique, encore appelée la maladie rénale chronique. Oui. Et dans la maladie rénale chronique, en fait, heureusement qu'il y a le rôle de la génétique qui protège. En fait, c'est pas tout le monde qui va faire la néphropathie. On va dire à peu près entre 7 et 30% en fonction, bien sûr, du type du diabète. Donc ça, c'est par rapport à la microangiopathie, ce qu'on appelle l'atteinte des petits vaisseaux. Oui. Maintenant, les complications microangiopathiques, ce sont des complications qui sont spécifiques aux diabétiques. Ça veut dire un diabétique, un non-diabétique ne va pas faire ce genre de complications. On est bien d'accord. Mais si je prends les complications macrovasculaires, ça veut dire l'atteinte des gros vaisseaux, et le professeur Chaouch, il est bien pour peut-être donner plus de détails. Là, ça touche les coronaires, c'est les gros vaisseaux. Les coronaires, c'est la cardiopathie ischémique. C'est essentiellement aussi les carotides. Donc, on est devant le problème d'AVC. Mais c'est essentiellement le problème d'artériopathie des membres inférieurs. Ça veut dire que c'est les vaisseaux des artères des membres inférieurs qui sont bouchés et qui donnent malheureusement les deux facteurs qui interviennent essentiellement dans le risque du pied. C'est essentiellement la neuropathie et l'artériopathie. Oui. Donc, vous voyez que quand on parle du pied diabétique, en fin de compte, j'ai une complication micro, j'ai une complication
complications macro-angiopathiques. Il y a un élément aussi qui est surajouté, que malheureusement, peut-être même des soignants ne le connaissent pas et les diabétiques ne le connaissent pas, c'est la déformation des pieds. Oui. Ça veut dire plus j'ai un diabète qui est ancien, plus je suis dans la neuropathie, plus j'ai une déformation du pied. C'est-à-dire en plus de la perte de sensibilité, pour expliquer simplement les choses. Justement. Voilà. Donc là, les pieds, habituellement, on a des pieds qui sont creux. Ça veut dire que j'aurai une déformation, un type de pied creux. Le poids du corps va se reposer sur l'avant-pied et sur le talon, ce qui va créer des zones d'hyperpression, une sécheresse de la peau. Et c'est ça qui va entraîner par la suite une fissuration, parce que tout ce qui est sec va se fissurer. Et du coup, on aura le fameux mal perforant plantaire qui sera la source des on va y revenir. Hein. Professeur Chaouch, si j'ai bien compris, on peut développer, on peut faire un infarctus, carrément à cause d'un diabète. On peut faire également un AVC. On peut arriver à ce stade. Ce n'est pas spécifique au diabète, l'AVC, mais quand on est diabétique, on peut être, comme a dit mon collègue, on peut avoir une insuffisance rénale, on peut avoir une hypertension artérielle. D'une manière indirecte, bien sûr, on peut avoir un AVC, mais le diabète n'est pas directement impliqué. Par contre, la macroangiopathie et la microangiopathie, c'est-à-dire les lésions vasculaires, nous, on peut intervenir parfois sur la macroangiopathie. Quand on a, en plus de la microangiopathie, une artère fémorale, par exemple, une grosse artère bouchée, on peut essayer d'améliorer par soit une dilatation, soit une chirurgie vasculaire, la perfusion, c'est-à-dire le meilleur passage vers l'aval. Mais il faut insister, je pense, sur cette neuropathie diabétique, le fait que le malade ne sente pas la douleur et la chaleur et qu'il ne voit pas souvent son pied, d'ailleurs on dit l'œil est trop loin du pied, dans ces cas-là, il arrive toujours très tard. Et c'est ce retard qui donne des catastrophes, parce qu'une plaie récente, parce qu'il y a un parent qui est là, qui voit, qui assiste. Par exemple, le patient, il a marché sur quelque chose de tranchant, on le voit tout de suite, aucun problème. On arrive à gérer, en faisant des pansements dans les antibiotiques, etc., à empêcher l'évolution dramatique. Par contre, si cette plaie est là, persiste pendant plusieurs jours, elle va s'infecter et on peut avoir des catastrophes. Absolument. Et notre collègue a parlé de l'appui, cette fameuse neuropathie diabétique, c'est encore elle la cause, parce que les nerfs vont commander les muscles. Les muscles vont commander les articulations, les os. Donc on arrive à une déformation du pied qui, à la longue, va donner ce fameux pied de Charcot. Charcot, c'est le neurologue qui a découvert le phénomène de la neuropathie, comme il a découvert d'autres maladies neurologiques, etc. Et donc, ce qu'il faut donc, c'est être attentif à ce problème si on veut éliminer justement la majorité des amputations qui sont pas qui sont illégitimes. On a l'impression peut-être que dans les complications justement du diabète, puisque vous parlez beaucoup du pied diabétique, qu'on a tendance à sensibiliser sur, par exemple, les risques cardiovasculaires. On parle beaucoup des neuropathies, on parle beaucoup du rein, mais on parle moins du pied. Est-ce qu'on accorde moins d'importance à son pied finalement, parce qu'on ne le voit pas? C'est pas la question de... C'est vrai, quand on voit un peu les campagnes de sensibilisation, on parle beaucoup moins du pied diabétique. Oui et non en même temps. Enfin, c'est-à-dire que le pied, ça choque. Moi, je vous dis, je n'aimerais pas vous inviter à voir une lésion de pied diabétique. Nous avons les internes, les externes, ceux qui viennent au service, comme dimanche matin, déjà on commence très très tôt. Et je vous dis, il y a des films d'horreur, entre parenthèses, tellement. Et tout ça est dû, comme a dit le professeur Chaouch, au retard de consultation. Je raconte une histoire. Je sais que Samuel, ça ne va pas lui faire plaisir, mais je vais la faire quand même. Le papa d'un ami qui a eu un orteil qui a noirci, carrément, qui était nécrosé, qui a mis sa chaussette et qui ne voulait pas parler aux membres de la famille. Bon, ils se reconnaîtront, ceux qui vont me voir reconnaîtront leurs patients. Et comme c'était le patriarche un peu, donc on ne l'approchait pas, difficilement, on lui mettait à manger, et il voyait qu'il gardait ses chaussettes, il ne voulait pas. Alors un jour, sa fille a attendu qu'il dorme, et elle a enlevé le lendemain, ils sont venus. Bon, il s'est fait amputer au genou. Donc pour vous dire, c'est très très tabou, pour être clair. Et pour le patient,
Et même pour les médecins. Oui. Madame Mourala, justement sur ce point, j'aimerais vous entendre. Oui. Bah voilà, là on voit bien les malades qui cachent un peu. Oui, c'est le déni aussi, parce qu'il y a la peur. En fait, c'est la non-information, parce que quand je ne sais pas qu'est-ce que je risque, et puis il y a aussi l'image de soi, donc il a bien dit, c'est le patriarche, la force. Mais on a peur de quoi, au juste? Par exemple, on voit le même phénomène dans le cancer du sein, par exemple, des femmes qui voient même une déformation au niveau de leur sein, ou un changement, mais elles ne vont pas consulter. Là, on sait qu'elles ont peur, mais bon, c'est un peu pareil, on a peur de l'orientation, c'est ça. En fait, il y a 3 besoins fondamentaux chez l'être humain. Oui. Être aimé, être utile et être en sécurité. Et pour être aimé, il faut rentrer dans une norme. Il faut avoir un corps qui soit dans les normes, il faut ne pas avoir de maladie, avoir des capacités, des compétences. Et donc à un moment, quand il y a une maladie qui nous touche, il y a probablement un organe qui est vulnérable, qui a moins de fonctionnalité que les autres. Et donc ça touche directement à l'image de soi. Et l'image de soi, c'est l'une des composantes de l'estime de soi. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que le patient... On touche à l'intégrité physique aussi de la personne. L'intégrité physique et surtout à l'identité de la personne. D'ailleurs, quand on parle, on dit le diabétique. L'une des pistes en fait de prise en charge, c'est de se désidentifier de la maladie. Je ne suis pas une personne vivant avec le diabète. Voilà, exactement. Et donc là, on est vraiment dans une situation où la personne, elle est dans le déni. Bien sûr, elle se ferme un peu, donc elle est... Et c'est ça, c'est parce que tout simplement on a des peurs. Ça complique les choses justement d'arriver à un stade assez tardif. Docteur Hawish, les complications sont inévitables ou elles sont plutôt le résultat d'un diabète mal pris en charge? Alors, oui. Ou même si on a une bonne hygiène de vie, on finit inéluctablement par avoir des complications. Non, les complications ne sont pas inévitables. C'est-à-dire, donc, les complications, on peut les éviter. C'est-à-dire, donc, à travers une bonne prévention. Si on parle, par exemple, de l'exemple du pied diabétique, alors les études sont bien claires. Si je donne une bonne éducation à un patient, et là, je rejoins un petit peu ce qu'a dit Nassim, par rapport à l'éducation thérapeutique, effectivement, qui doit être la pierre angulaire pour la prévention, et qui n'est pas réellement très coûteuse, on va le dire, si on va essayer de l'implémenter dans les services, eh ben, elle vous permet déjà de faire réduire 50 à 60% du risque d'amputation, ce qui est énorme. Ça veut dire donc, oui, on peut éviter les complications. On peut les éviter par une bonne, si vous voulez, donc éducation thérapeutique. Alors donc, notre psychologue a parlé de la responsabilisation des patients. Nous, on parle plutôt de l'autonomisation du patient, c'est le terme qu'on utilise, c'est-à-dire une éducation thérapeutique, plus le patient, il va acquérir plutôt des compétences nouvelles, et c'est ça qui permet ensuite la gestion de son diabète. Donc, à travers cette bonne éducation, oui, les complications, on peut les éviter. Maintenant, il y a des paramètres, malheureusement, qu'on ne peut pas contrôler. Il y a la génétique, ça c'est important. Il y a l'âge aussi. En fait, c'est le temps aussi qu'on incrimine, c'est-à-dire, par exemple, une personne qui a un diabète à l'âge de 15 ans, parce qu'aujourd'hui, on voit des diabètes de plus en plus précoces. C'est ça aussi qui expose la personne peut-être à développer des complications, même si elle fait attention. Effectivement, parce que c'est pour ça que j'ai parlé de l'âge d'apparition du diabète. Avant, on disait les diabétiques vont faire, c'est-à-dire les complications à partir de 10 ans, 15 ans, etc. Mais maintenant, on sait très bien que au bout de combien de temps, pardon, docteur Hawish? Habituellement, si on est dans le diabète de type 1, ça commence pour la rétinopathie, c'est 5-6 ans. Pour la néphropathie, la maladie rénale, c'est 8-10 ans. Mais si je prends le modèle du diabète de type 2, 50% sont déjà compliqués. Maintenant, qu'est-ce qui fait, c'est-à-dire qu'est-ce que les données ont changé actuellement, parce qu'on a compris que plus on attrape ou on découvre un diabète chez un sujet jeune, je parle diabète de type 2, bien sûr. Eh ben, ce sont des malades qui sont progresseurs et qui font plus de complications dégénératives. Donc il y a aussi la précocité de l'apparition du diabète qui peut déterminer aussi le risque de complications. Oui, professeur Nouri, les complications évitables ou pas? Voilà, justement, je brûle d'envie d'en parler. Oui, j'avais remarqué. Voilà, je voulais venir sur les personnes qui sont en train de nous écouter. Si je comprends bien Samir, je paraphrase, donc on est foutu quand on est diabétique, c'est ça? Non, lui il a dit que c'était évitable. Si, il a dit évitable, mais bon, au bout de 6 ans. C'est pas qu'il a dit, je le connais, j'ai une expérience de vie avec Samir, donc il comprend mes propos. Ce que je veux dire à l'auditoire, c'est que ce que vient de vous dire le docteur Hawish, c'est à partir de 6 ans, ça commence. Oui, techniquement et scientifiquement, ça commence. Cependant, les lésions sont des étapes. C'est-à-dire, si je fais une rétinopathie diabétique débutante et que je mets 10 ans à faire une rétinopathie qui, j'aurai jamais le luxe
d'être aveugle. Si vous comprenez la nuance. C'est-à-dire que si je suis très équilibré, je vais retarder au maximum. J'ai bien vu une patiente qui a eu le diabète à l'âge de 5 ans, qui avait 52 ans de diabète et qui a eu une rétinopathie diabétique minime. Et qui est, je ne l'ai plus revue, s'il est de ce vivant, elle n'aura jamais le temps de faire la cécité. Donc, voilà. Il y a moyen de bloquer et de retarder au maximum, parce que nous, on ne vit pas éternellement, on a une durée de vie. C'est-à-dire qu'on peut bloquer les complications. Sinon, on arrête tout à ce moment-là. Il n'y a pas lieu d'être. Une question pédagogique. Oui. En termes de valeur, c'est-à-dire glycémique, oui. À partir de quel moment on peut faire des complications? À partir des moments où on dépasse les objectifs. Scientifiquement, toutes les sociétés savantes le disent, une glycémie à jeun pour le diabète de type 2, par exemple, inférieure à 1,30 g, une glycémie postprandiale, c'est-à-dire environ 2 heures après manger, inférieure à 1,80 et une hémoglobine. Ce ne sont pas des valeurs qui ont été un peu revues à la baisse ces dernières années? Non, c'est pour le type 2, c'est pratiquement ça. Les Américains, c'est l'ADA. Il y a ceux, après les endocrinologues cliniciens américains, qui revoient un peu à la baisse. Mais si on tourne autour de ça, il a été clairement sur des études au long cours qu'on appelle prospectives. Et dans le prospective, donc c'est un mot français, on peut retarder, une personne peut vivre, j'allais dire éternellement, elle ne pourra pas vivre éternellement, mais vivre très bien avec le diabète. Voilà. Normalement, le diabète n'est pas un handicap, je donne toujours ça, parce que nous, notre handicap, pourquoi je fais toujours un petit coucou à notre collègue psychologue, parce que le problème, nous, Algériens, c'est dans la tête que ça se passe. Justement, je vais lui poser la question. Voilà, allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être pour être un peu plus percutant, est-ce qu'il faut dire aux malades que le diabète est une maladie grave? Parce que oui, disons-le, depuis tout à l'heure on est en train de parler des complications. Est-ce qu'il faut dire qu'il s'agit d'une maladie grave? Moi, je pense que le mot grave, ça veut rien dire. Ça veut tout et rien dire en même temps. Je pense que le plus important, c'est d'expliquer les choses et d'amener le patient à sa responsabilité. Parce que progressivement, ça se passe comment? Déjà, la première des choses, c'est de faire le processus d'acceptation par rapport au diagnostic. Ça, c'est inévitable. Oui. Et il faut qu'il y ait, en tout cas, il faut aussi comprendre le processus. Ça prend combien de temps, excusez-moi? Voilà. Généralement, l'acceptation. Voilà, exactement. C'est très particulier. Parce qu'on a déjà reçu des malades sur ce plateau qui disent, moi, il m'a fallu 2 ans, par exemple, pour accepter ma maladie. Et... Là, il a fait vraiment un processus de deuil classique de 2 ans. Mais pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'a pas été accompagné, on ne lui a pas expliqué de la meilleure des manières. Parce que déjà, il faut savoir que nous, en Algérie, quand on a un diagnostic comme ça, c'est pas grave, soit on n'en parle pas, soit on essaye d'être dans le déni, soit on interdit aussi à la personne d'exprimer ses émotions, de vivre sa tristesse, les étapes du deuil. C'est très important que le patient puisse les vivre. Mais après, faire cette intégration de la maladie pour que ça devienne quelque chose avec laquelle je vais conjuguer au quotidien, ça prend du temps, mais c'est spécifique à chaque personne. Il faut intégrer ça. Oui. Un autre point très important, on parle depuis tout à l'heure justement de l'éducation thérapeutique. Comment gagner ce pari justement de rigueur dans la continuité avec le malade? Parce que c'est ça aussi. C'est la prise de conscience. Vous avez parlé, est-ce qu'on utilise le mot dangereux ou pas? Moi, je pense que plus on conscientise, plus la personne pourra conscientiser les choses, parce qu'il y a une différence entre la connaissance et la conscience. La conscience, je vais pouvoir me mettre en action. La connaissance, combien de personnes qui fument, ils savent très bien que le tabac, c'est pas bon. Mais est-ce que pour autant, exactement. Oui. Mais est-ce que pour autant, ils changent? Non. Par contre, quand on a une vraie prise de conscience, et ça, c'est des outils thérapeutiques avec lesquels on travaille en séance, donc c'est le questionnement, c'est vraiment des processus, c'est la maïotique. On amène le patient à prendre conscience. On peut en parler vraiment des complications, mais c'est tout un processus psychologique. Une fois que la personne a conscientisé, là, je peux vous assurer qu'elle sera responsable et elle sera prête à l'autonomisation. Oui. J'avais envie de dire que un des piliers de prise en charge, professeur Chaouch, est justement de modifier son mode de vie une fois qu'on a su qu'on est diabétique. Qu'est-ce qui doit changer finalement dans la vie d'un diabétique? Je crois que mes collègues sont mieux placés que moi pour vous donner
le régime alimentaire adéquat le meilleur. D'une manière peut-être générale. D'une façon générale, je pense que les gens ne dépensent pas assez de calories par rapport à ce qu'ils prennent. Oui. D'une façon générale, le fait de prendre sa voiture pour faire les courses à 200 mètres, au lieu d'aller à pied, c'est toute une hygiène de vie. Et puis il y a les industries alimentaires qui ont leurs responsabilités. Oui, c'est clair, quand ils fabriquent des choses à manger, mais beaucoup de sucre et beaucoup de sel, etc., pour que les enfants aiment bien le sucre, etc., etc. Il n'y a qu'à voir les boissons. On appelle ça jus. C'est pas du jus, c'est de l'eau sucrée, quoi. Donc il y a un effort à faire au niveau des industries alimentaires, c'est clair. Maintenant, il y a aussi l'effort individuel. Il ne faut pas être trop gourmand, il faut savoir aussi faire d'exercice, etc., etc. Mais enfin, ça, c'est valable pour beaucoup de choses. Oui, pas uniquement pour les maladies vasculaires. Pas uniquement pour les diabétiques finalement, et même pour les personnes saines. Toutes les maladies métaboliques répondent à cette exigence, en fait. C'est clair, oui. Docteur Hawish, sur la même question. Alors, un des piliers, je disais, de la prise en charge, justement, de changer son mode de vie. Qu'est-ce qui doit changer dans la vie d'un diabétique? Aujourd'hui, on vient d'annoncer à une personne qu'elle est diabétique. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? Bon, tout à l'heure, on a parlé du deuil qui est important parce que là, donc, le malade, il faut qu'il fasse son deuil. Mais attention, parce que quand on parle du deuil, c'est habituellement, dans la majorité des cas, c'est des diabétiques de type 1 plutôt que le diabétique de type 2. Parce que dans le diabète de type 2, habituellement, ce sont des gens, alors bon, ils s'en foutent. Bon, habituellement, ils trouvent leur glycémie à 4 grammes, donc il n'y a pas réellement, ils vous disent, bon, dans tous les cas, moi, je vais prendre des comprimés. Alors que dans le diabète de type 1, c'est plutôt de l'insuline. Donc, il y a une préparation psychologique qui doit être faite. Ça, c'est important. Ça veut dire le malade, il faut qu'il, tout simplement, donc, accepte sa maladie. Alors, la psychologue, elle est là. Il y a ce qu'on appelle, nous, le cercle de Prochaska. Le malade, il passe par des phases. Il y a la phase de pré-contemplation, la phase de contemplation. La phase de contemplation, le malade, il est là. Ça veut dire il sait qu'il est diabétique, mais il n'est pas prêt à l'action. Donc ensuite, il faut le préparer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Il y a ce qu'on appelle donc la motivation. Ça veut dire il faut aller booster ce patient diabétique à changer de comportement. Ça veut dire donc lui donner des connaissances, regarder qu'est-ce qu'il a comme compétences et définir de nouvelles compétences pour changer son comportement. Donc si j'ai envie maintenant d'éduquer, d'autonomiser un patient, je dois le motiver, je dois le comprendre. En fait, c'est ce qu'on appelle un entretien de compréhension. On essaie de comprendre d'abord le patient pour éventuellement passer à une étape qui est très importante, c'est l'autonomisation. Donc vous voyez qu'il y a du travail et c'est ça, c'est le rôle de l'éducation thérapeutique. Ça veut dire que c'est un malade et il faut le connaître, c'est pas juste le diabète. Le malade, on doit connaître le malade, la maladie et l'entourage. Ça veut dire on essaie de regarder les ressources aussi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui justement qu'il y a suffisamment de communication Madame Moran parlait tout à l'heure justement du rapport, parce que ça c'est très important, du rapport médecin-patient. Est-ce qu'aujourd'hui on communique? Est-ce qu'on explique à nos malades? Est-ce qu'on prend le temps justement de leur expliquer comment il faut vivre avec un diabète? Rien que pour le pied diabétique par exemple, parce qu'on en parle aussi, c'est une des complications les plus redoutées comme on disait tout à l'heure. Très peu de médecins demandent, ça c'est des malades qui le disent, demandent aux patients de montrer leurs pieds par exemple. Madame Sharif, c'est une question à $100 000. 1 million. Non, pour ne pas dire $1 million. Bon, je voulais vraiment, je veux dire tout, mais on n'a pas le temps. Allez-y. Alors, la première des choses, je ne veux pas qu'on parle de deuil pour le diabète. On n'est pas mort quand on est diabétique. Moi, j'ai dit tout à l'heure, la mentalité, c'est quoi? Vous avez, moi, je suis un fan du Real Madrid, et c'est un exemple que je donne tout le temps. Le Real Madrid a un défenseur qui s'appelle Nacho, qui est dans l'équipe nationale des Espagnols, qui a été diabétique depuis l'âge de 12 ans, et qui est titulaire, qui a été titulaire chez Ancelotti, chez Zidane. Je ne vais pas raconter ma vie sportive, je ne fais pas de sport d'ailleurs, mais j'adore le sport. Et comme c'est le comble des le curé, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Voilà, je suis un bon curé. Ouais. Donc, pour cela, Nacho est dans l'élite. Et je ne vais pas vous raconter les histoires de 5 médailles d'or chez un diabétique, du diabétique qui faisait le Tour de France, qui a été diabétique, cycliste du Tour de France et qui a repris, qui a encore gagné un tour. Donc, le problème, il est là.
il n'est pas ailleurs. Et quand le problème il est là, ça ne veut pas dire que nous, on a une mentalité rétrograde. Non, le diabétique qui quand il arrive chez nous, c'est à nous de le prendre en charge. Mais le diabète de type 1, c'est une prise en charge autre. Il faut des moyens. Je fais appel aussi aux moyens nouveaux, les moyens smart, pour pouvoir, par exemple, un enfant à la naissance, il a besoin d'une pompe à insuline. Une pompe à insuline chez un enfant, il a besoin d'une 0,05 unité. Et ça, on ne peut pas le faire avec un stylo. Il a besoin d'un freestyle sans donner le branding, mais c'est ce qu'il connaît. Donc, d'un flash monitoring pour ne pas qu'il se pique 6, 7, 8 fois. On a besoin de peu de moyens. Et je dis encore, pour les décideurs, je fais partie de ceux qui expertisent, on ne va pas donner ces moyens à tout le monde. On va donner ces moyens-là à des Algériens qui en ont besoin sur une période de leur vie. Pourquoi? S'il vous plaît, madame Charles. Non, allez-y, je n'allais pas vous interrompre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour le système de santé. Investir sur des enfants diabétiques de la naissance jusqu'à l'âge de 10, 12, 14 ans revient à leur éviter de leur prendre en charge sur de la rétinopathie, sur l'absentéisme, parce que ce diabétique-là, il peut être le créateur d'un programme informatique hors norme, il peut être monsieur, et donc le fait de le sauver avant... Vous parlez des nouveaux traitements, professeur Nouri, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que quand même il y a une dynamique dans les traitements antidiabétiques, et il y a des traitements aujourd'hui qui protègent les organes. J'ai vu un peu dans un média en ligne, quelqu'un qui était en train de démonter des responsables pour avoir donné accès à de l'insuline moderne. Pourquoi on n'a pas besoin, nous, Est-ce qu'on peut patients rappeler justement pour être plus percutant, professeur Nouri, rappeler l'importance de ces nouveaux traitements. Vous parlez des GLP1 et des GLT2. Voilà, SGLT2, les GLP1, les analogues de nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? C'est-à-dire, qui n'aime pas, par exemple, allez, je vais aller un peu... Ils sont disponibles. Ils sont disponibles, bien sûr qu'ils sont disponibles. Mais ils ne sont pas remboursables. Moi, je profite de cette situation. Par exemple, avec la CNAS de Constantine, nous avons commencé un travail sur, par exemple, des prescriptions hors normes. On prescrit 60 unités, 80 unités, 3-4 fois par jour. Il y a un grand travail qui est en train d'être fait. Et puis ces gens-là, on les essaye de les revoir, de les hospitaliser. On les fait passer de 200. Je n'exagère pas. Je ne suis pas en train de faire de la pub mal placée, autre chose. On les fait passer de 220 unités à 50 unités. Il y a pour le même budget, s'il est rationnellement utilisé, on peut profiter de ces nouvelles générations. Mais il existe des patients, des profils patients. Ça peut être monsieur tout le monde, ça peut être moi, vous, ou même le premier responsable en Algérie qui aura besoin de ces médications parce qu'elles sont nécessaires pour retarder l'atteinte rénale, pour éviter un infarctus. Vous imaginez, un stent, ça coûte 70 millions, 80 millions. Un traitement, c'est 3000 dinars. Donc vous voyez... On peut en parler, on a eu l'occasion d'en parler. Oui, bien sûr. Ouais. On les prescrit aujourd'hui. On les prescrit, mais ils sont à la charge du patient. Et encore une fois, ces traitements nouveaux ne sont pas pour tous les diabétiques. Et puis il va y avoir des... Et puis on gagnerait en termes économiquement, il n'y a rien à dire là-dessus. Si vous sauvez une personne d'un infarctus du myocarde, vous lui sauvez la vie, et vous sauvez l'Algérie des dépenses. Des dépenses, on disait quand même colossales. Absolument, on disait 30% des dépenses de la classe. C'est colossal. Docteur Hawiche, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le temps imparti à cette émission est presque terminé. Il nous reste 1 minute. Il est important de revenir sur le pied diabétique pour sensibiliser un peu les gens qui nous regardent. Qu'est-ce que le pied diabétique finalement? Pourquoi on en arrive là? On avait dit tout à l'heure que c'est une perte de sensibilité. Comment reconnaître? Est-ce qu'il y a des symptômes qu'il faut traquer pour que les gens puissent se reconnaître? Alors, le pied diabétique, c'est quoi? C'est malheureusement tout simplement la complication, on va dire, la plus dramatique. C'est un problème de santé publique, d'accord? Et là, quand on regarde la fréquence, c'est à peu près 15% des patients qui vont finir par faire un problème du pied. Mais si on regarde ces patients-là, vous avez à peu près 50% qui vont s'infecter. Et quand on regarde malheureusement, c'est-à-dire les facteurs de risque sont bien connus. Alors, il y a la neuropathie, c'est l'insensibilité, il y a les déformations, il y a aussi l'artériopathie. Donc, du coup, quand
mélanger tout ça, alors là, je lance beaucoup plus un message ou bien un appel plutôt donc aux soignants, aux médecins, pour éventuellement aller regarder les pieds du patient. Parce que malheureusement, on s'intéresse à un bilan. Le diabétique, habituellement, c'est une hémoglobine glyquée. Mais ça, c'est complètement faux. Un diabétique, c'est un tout. Il vient à la consultation, je dois regarder deux choses. Je dois regarder le pied et de grader le pied et de dire quel type de pied il s'agit. Peut-être rappeler aussi aux patients de ne pas être gênés, de demander Justement. à leur médecin de voir leurs pieds. Oui, parce que souvent on est un peu dans la gêne. Mais je dirais la complicité, c'est beaucoup plus le médecin. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, vous êtes dans une consultation, vous avez 60 malades, le médecin n'aura pas le temps pour déchausser tout le monde. Et ça, c'est véritable, donc un véritable problème en pratique. Ce qui explique que tout simplement, le médecin doit obligatoirement regarder les pieds de son patient, et non seulement les pieds, mais aussi le type de chaussures. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les facteurs déclenchants. Je peux avoir un pied sain, mais avec des chaussures de mauvaise qualité, je peux faire des plaies. Donc ça, c'est vraiment important. Et le deuxième point qui est important, c'est les soins du malade lui-même. Ça veut dire le malade doit obligatoirement inspecter les pieds tous les jours. Et si jamais il a même un petit bobo, on va dire une petite plaie, il ne doit pas la traiter, donc il ne doit pas la minorer en quelque sorte, et il doit consulter en urgence son diabétologue, parce qu'une petite plaie, elle peut évoluer vers une gangrène en quelques heures. Et on a eu des cas comme ça. Absolument, c'est important aussi. Alors vous avez rappelé les chaussures, il faut rappeler aussi qu'il ne faut pas être pieds nus, il faut faire très attention, ne jamais marcher pieds nus. Bien sûr, il y a les 12 conseils habituellement, ce qu'on appelle habituellement les 12 commandements qu'on donne habituellement. Est-ce qu'on peut les rappeler pour terminer, parce que là c'est la fin. Très bien, donc il y a d'abord le diabétique qui doit sécher les pieds, ça c'est obligatoire. Deuxième chose... Les ablutions, surtout, parce que justement, j'allais revenir à ça, c'est le problème aussi des ablutions, parce que quand on fait des ablutions, on a des macérations entre les orteils. Absolument. Et c'est ça ce qu'on appelle habituellement l'intertrigo. On appelle ça des biha. Les diabétiques connaissent ça. Donc là, il faut sécher obligatoirement entre les orteils. Deuxième chose, quand on coupe les ongles, il ne faut pas les couper à ras, il faut les couper haut. Et habituellement, pas avec coupe-ongles, mais plutôt avec des ciseaux. Et bien sûr, il faut les limer au carré, non pas rang, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle l'angle incarné. Alors la particularité du pied diabétique, c'est un pied qui est sec. Obligatoirement, il est sec, parce que tout simplement, tout ce qui est en bas du corps, c'est la sécheresse. Donc du coup, le malade doit hydrater. Forcément, il doit hydrater les pieds tous les jours. Alors il y a cette histoire aussi en Algérie du henné, henna. Le henné, c'est très mauvais. On croit que le henné fait baisser la douleur, fait diminuer la douleur, ce qui est complètement faux. Eh ben, c'est interdit pour un diabétique de mettre du henné au niveau du pied. Je ne parle pas au niveau des cheveux ou bien au niveau des mains. Alors il y a aussi la qualité de la chaussure qui est très importante. Donc qualité de chaussure, je dirais que la chaussure du diabétique, elle doit obéir à des normes. Une chaussure, donc on va dire en cuir souple, pas cousu, donc c'est important. Le bout, il ne faut pas qu'il soit effilé, donc il doit être carré, large. La pointure toujours en plus. Et la qualité de la chaussette aussi. Chaussette pas trop serrée, chaussette pas au nylon, en coton, en tissu. Et qu'il faut qu'il change régulièrement. Il y a aussi un autre problème, c'est que malheureusement, le diabétique, il y a certains qui ressentent ce qu'on appelle les pieds glacés. Alors, le pied glacé, ça veut dire une douleur. Les gens croient que les pieds glacés, il faut mettre les pieds dans l'eau chaude. Ça, c'est complètement interdit. Donc, parce que ça oblige. Ou alors des bouilloires, des fois. Ça, bouilloires, ou bien, il y a certains qui mettent leurs pieds en face d'un radiateur pour les chauffer. Complètement dangereux. Ce qui explique que pieds glacés égale traitement médicamenteux plutôt que de les mettre dans l'eau chaude. Et puis consulter peut-être un podologue si on a l'occasion. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas vraiment accessible dans la prévention. Oui, c'est pas vraiment accessible malheureusement pour le moment. Les gens le font aussi à leur charge. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette émission. Cette émission est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Comme je disais au début de cette émission, merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux. La semaine prochaine, on continue de faire de la sensibilisation. On parlera du cancer de la prostate. Soyez au rendez-vous. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie. À vendredi prochain. Au revoir.